C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Parfait. Donc comme je l'avais dit, je présenterai d'abord ce que j'appelle les prérequis en début de saison, pour bien démarrer la saison et quelques conseils, pareils qui sont issus de mes interventions sur le terrain, sur les différentes, campagnes précédentes et puis celles de cette année aussi, puisqu'on voit que les mêmes problématiques, on les rencontre, toujours. Ensuite, je vais vous présenter quelques résultats d'essais de données issues du réseau Ferme Défi Sud-Gironde Lot-et-Garonne. Donc sur les premiers traitements, ensuite sur les volumes hectares et une approche un petit peu originale pour voir comment on optimise la pulvérisation en passant par le choix du volume hectare et le choix de buse ou de panachage de buse. Quelques résultats sur les adjuvants aussi. Encore une fois, tout ce qu'on va vous présenter, ce sont des résultats sur la qualité de pulvérisation et pas sur l'efficacité biologique. Donc ça, c'est un peu ce qu'on est en train de mettre en place cette année dans le cadre du projet EFIcuivre qui fait partie du plan Mildiou du CIVB à Bordeaux, qui sert justement à acquérir de la donnée biologique en lien avec tout ce qui a été testé, démontré avec les méthodes qualitatives sur la qualité de pulvérisation. Et enfin, je vais vous présenter un outil qu'on a développé, donc IFV et Chambre d'agriculture de la Gironde, qui s'appelle Mon Réglage Pulvé, donc qui sert à vous aider dans vos réglages et notamment sur les questions de choix de buse, de pression, de panachage de buse et qui va vous faciliter la vie. En tout cas, moi, il me facilite la vie sur la partie rédaction notamment et avoir un document à l'issue de chaque intervention. Donc, ce qu'il faut savoir sur le début de saison, c'est que en fait, partir sur un pulvé propre et bien réglé dès le début, ça permet d'éviter un certain nombre de problématiques que l'on va traîner toute la saison, notamment donc, ce que j'appelle sortie d'hivernage. Donc, tout le monde n'hiverne pas le pulvé, mais je pense à nos amis du Sud, par exemple. Mais ceux qui hivernent le pulvé, ce qu'il faut savoir, c'est que le liquide que l'on va mettre pour hiverner, parfois il peut avoir un effet assez décapant sur tous les restes de produits, de saletés qui peuvent rester dans la cuve ou dans le circuit. Et tous ces produits-là vont être mis en suspension avec le liquide d'hivernage. Donc mon conseil, c'est vraiment, avant d'attaquer, avant de mettre en route le pulvé, vraiment bien vidanger, buse démontée, anti-goutte démontée, de nettoyer plusieurs fois à l'eau claire et de vider plusieurs fois avant de remettre les buses et les anti-gouttes. Autrement, ce qui se passe, c'est qu'on va traîner des petites particules qui vont venir boucher les buses ou les pastilles et on va passer beaucoup de temps à déboucher, à nettoyer. Donc ajouter à cela, donc il y a la question de la filtration. Je vois encore beaucoup de pulvés équipés soit d'un seul filtre, soit de deux filtres, mais qui sont de la même capacité de filtration en termes de mèche. Donc pareil, faites attention à ce que le premier filtre, donc les règles en filtration, c'est du plus grossier au plus fin. Donc à l'aspiration, un filtre plus grossier que le filtre de tronçon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on a du bouchage récurrent, c'est qu'on a une filtration qui est trop lâche. Si on a du colmatage au niveau des filtres, c'est qu'on a une filtration qui est trop serrée. Donc là, il faut songer à augmenter un petit peu le maillage pour laisser passer le produit et réduire les problématiques de colmatage. Donc une fois qu'on a fait ça, on procède à une vérification générale du pulvérisateur. Donc quand je dis vérification générale, c'est notamment, je pense au circuit d'air. Tout le monde sait que le pire ennemi des gaines, c'est les produits. Donc ça peut les attaquer. Ça, je vous conseille vivement de bien vérifier et de les remplacer le cas échéant parce que vous savez tous que l'air est un élément indispensable qui va nous permettre d'avoir une bonne qualité de pulvérisation, notamment sur les faces inférieures et sur les grappes. Et donc, bien vérifier les gaines et bien vérifier qu'elles ne soient pas abîmées et qu'elles envoient la bonne quantité d'air.
Ensuite, donc les mesures de débit, ça c'est, je dirais, non négociable. Parce qu'aujourd'hui, avec les produits que l'on a, notamment en agriculture biologique, je pense notamment aux argiles par exemple, on a des produits qui sont très corrosifs et qui vont générer une usure parfois prématurée au niveau des buses et des pastilles. Donc les mesures de débit vont nous permettre, si on n'a pas changé les bus de l'année dernière, de voir par exemple si les bus débitent le bon débit, plus ou moins, et donc si elles sont bouchées, usées, donc les nettoyer ou les changer. Ensuite, le choix du volume hectare, ça c'est très important, et ce qu'il faut garder en tête pour le choix du volume hectare, c'est qu'en début de saison, on a beaucoup de pertes. C'est là que l'on a le plus. Je vais vous présenter après une diapo des travaux de l'UMT à Montpellier qui va illustrer mon propos sur les pertes, notamment en début de saison. Et donc, ce qui est préconisé, en tout cas moi ce que je préconise en début de saison, c'est de partir sur des volumes qui sont relativement élevés et pas partir sur des volumes trop faibles. Parce que quand on a trop de pertes, quand on diminue davantage le volume hectare, on risque de se retrouver avec très peu de produits finalement qui va arriver sur le feuillage. Des mesures d'air, donc tout le monde n'est pas forcément équipé pour, mais si on a un doute sur la quantité d'air et la vitesse d'air qui est générée par la turbine, on peut procéder à des mesures. Il y a des gens qui sont équipés pour, notamment je pense à ceux qui font du contrôle pulvé. Ils ne le font pas systématiquement, mais si on leur demande, ils sont en capacité de le faire, et nous aussi d'ailleurs. Donc ça se fait avec des tubes de pitot, parfois avec des anémomètres. Même si aujourd'hui on n'a pas de règle, on n'a pas une quantité, une vitesse minimale sur le feuillage, mais il y a des Oui, ça. préconisations, hein. Ouais, non, c'est bon, tu peux le mettre, hein. Attends, pardon. Johan, il faudrait couper ton micro. Merci. Voilà. Et donc c'est bien de procéder à tout ça, et tout ça se fait à poste fixe à l'atelier ou à l'art de lavage. Et ensuite, il est préconisé aussi de faire des tests de répartition de produits à la parcelle. Donc ça peut se faire avec du compost bleu, avec des rives blanches, ou simplement avec une plaque de fer rouillée à l'eau claire, ou alors donc des tests qui sont développés par les firmes phyto, notamment par Syngenta entre autres, en utilisant de l'argile et une plaque noire. J'interromps juste 2 secondes pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Hésitez pas à prendre la parole et à poser vos questions au fur et à mesure, et de pas utiliser le chat vu qu'on n'est pas très nombreux. Hop, je te redonne la parole. Merci. Alors, le nettoyage, donc vous l'aurez compris, c'est très important. Donc des buses et surtout des anti-gouttes, parce qu'on peut avoir de la saleté qui vient s'accumuler dans l'anti-goutte, et parfois de temps en temps démonter complètement le porte-buse et le nettoyer, c'est toujours bénéfique pour la suite. Donc là cette année on teste de plus en plus des méthodes de nettoyage donc qui vont nous permettre de gagner un petit peu en temps et en efficacité. Donc on a testé notamment des bacs à ultrasons. Donc le principe, c'est que ça fait chauffer l'eau ou un détergent avec de l'eau ou du vinaigre ou autre, et ça envoie des ultrasons qui permettent de nettoyer sans forcément frotter avec une brosse à dents ou autre. C'est un outil qui fonctionne assez bien. On le voit par exemple sur la photo on voit que l'extérieur évidemment, mais je peux vous garantir que ça fait le même travail sur l'intérieur, et ça évite de tout démonter et de tout nettoyer à la main. Donc c'est un outil qui fonctionne assez bien. Et la question qui nous est posée régulièrement quand on montre l'outil, notamment avec l'IFV, c'est est-ce que ça joue pas sur le débit derrière? Est-ce que ça agrandit pas le trou de la buse ou de la pastille? Nos collègues à Montpellier ont fait beaucoup d'essais là-dessus, et donc il n'y a aucun effet sur cette partie-là. Donc c'est un outil qui coûte pas cher et qui permet donc d'avoir un nettoyage optimal sur les buses, les pastilles et les anti-gouttes. Donc le compo bleu, vous connaissez, donc je présente le compo bleu parce que c'est ce qu'on utilise le plus souvent. Mais ça peut être aussi l'argile avec une rive noire, ça peut être de l'eau claire sur une plaque rouillée.
Donc l'idée, c'est que ça permet de vérifier la répartition, donc l'absence de ce qu'on appelle le zébrage. Donc parfois, quand on a des bus qui sont trop écartés, qui n'ont pas le bon angle, qui ne sont pas utilisés à la bonne pression, on peut avoir des endroits, des bandes qui ne sont pas traitées. Donc un mauvais croisement, des jets, une mauvaise répartition. Et croyez-moi quand je vous dis que quand c'est toute la saison comme ça, on peut avoir un développement de la maladie spécifiquement à cet endroit-là. Donc c'est un outil qui permet de le faire. Que l'intégralité du feuillage sur le plan vertical soit bien touchée, notamment en début de végétation, par exemple, ça permet de voir tout simplement si on touche bien les premières feuilles. Parfois, on est trop haut ou trop bas et on ne le voit pas, donc c'est un outil assez intéressant pour ça. Juste attention, cet outil-là ne permet pas de vérifier si on touche bien les faces inférieures des feuilles. Donc parfois, un outil qui souffle pas ou qui souffle pas assez ou qui n'est pas bien réglé, on peut dire que en termes de croisement, il est bon, mais derrière, il faut aussi en saison, si on a des doutes, vérifier si on touche bien les faces inférieures, parce que comme vous le savez, c'est la porte d'entrée des maladies, notamment le mildiou. Ensuite, donc, pour ce qui va suivre, donc, toutes les données que je vais vous présenter ont été obtenues grâce à une méthode en utilisant un traceur fluo. Donc, c'est pas de la fluorécéine, c'est pas de l'uranine, c'est un autre traceur qui a la particularité de fluorescer, y compris en séchant, donc on n'est pas obligé de le réactiver avec un spray à l'eau. Et c'est un produit qui peut rester assez longtemps sur le feuillage. Je vous dis ça parce qu'on a fait les essais la semaine dernière. On a eu la chance ou la malchance qu'il est plus dans le week-end, donc on est retourné sur la parcelle pour vérifier si on a eu du lessivage ou pas sur les feuilles, et ça a été assez intéressant. Voilà, donc c'est la particularité du fluo. Et l'avantage, c'est que ça permet de tester de manière assez rapide, contrairement aux méthodes qui existent, qui sont très bien, mais qui sont plus adaptées labo, recherche. C'est un outil qui permet de vérifier très rapidement au champ, pour chaque viticulteur avec son matériel à lui, quels sont les leviers d'optimisation sur la qualité de pulvérisation. Donc c'est une méthode qualitative et pas quantitative. Donc la qualité de pulvérisation, parfois, elle peut être indépendante de la quantité de produit qui va arriver sur le feuillage, quoique les deux sont liés, pardon. Et c'est une question que l'on se pose et à laquelle on n'a pas la réponse aujourd'hui. Est-ce que c'est mieux d'avoir plus de matière active mal répartie ou moins de matière active bien répartie? J'aurais tendance à dire c'est la deuxième, notamment en bio, mais la question n'a pas été répondue de manière scientifique. Donc cette méthode, elle est basée sur l'utilisation d'un produit fluorescent et surtout sur un échantillonnage représentatif au niveau du feuillage. Donc c'est un peu ça l'originalité par rapport aux méthodes existantes et notamment le papier hydrosensible, qui reste pour moi une méthode intéressante mais assez subjective, dans le sens où si moi je suis vendeur de matériel, je vais faire en sorte de bien positionner mes feuilles et de dire que mon matériel fonctionne. Et si je m'appelle Adel Bakash et que j'ai envie de le mettre en défaut, je vais bien les planquer et dire que son matériel il marche pas. Fais ça, toi. Ça m'arrive de le faire. Cette méthode, en fait, l'échantillonnage est le même, quel que soit le pulvé testé. Et l'échantillonnage est fait en général par le conseiller et aussi par le viticulteur qui va assister au réglage. Merci. Donc, l'échantillonnage se fait sur plusieurs zones au niveau de la vigne. Donc, le haut, le milieu, le bas, donc c'est HMB. Et parfois aussi, on peut prélever des grappes sur le côté droit et le côté gauche, donc les deux faces du rang. Et on prélève à chaque fois donc une feuille bien exposée, une feuille moyennement exposée et une feuille cachée. Donc on peut dire qu'on prélève sur différentes strates plus ou moins profondes au niveau de la végétation. Et ensuite, la notation, elle peut se faire de deux manières différentes, soit par analyse d'image, soit ce qui prend un petit peu de temps, soit on peut noter visuellement. Donc des notes de 0 à 10, 10 étant une couverture à 100% avec une bonne quantité de fluo. Donc l'avantage de ce fluo-là, c'est que plus il y a de fluo, plus ça fluoresce. Et donc 10, c'est suffisamment de fluo et couverture à 100%.
La photo que vous voyez sur le bas à gauche, c'est une feuille qui a été touchée qu'à moitié. Voilà, et c'est une note de 5 sur 10. Donc les questions qu'on se pose aussi, et j'espère qu'on aura un jour la réponse à ces questions-là, c'est est-ce que cette feuille-là, elle va être, enfin sur cette qualité-là de pulvé, est-ce qu'on va avoir une certaine efficacité, ou est-ce que c'est mieux d'avoir moins de produits, mais finalement qui seraient répartis sur l'ensemble de la feuille. Donc voilà, c'est une méthode qui est basée sur l'observation visuelle. Et une fois qu'on a fait l'observation, donc on fait les observations à la fois sur les faces supérieures et sur les faces inférieures. Donc là, vous le voyez un peu mieux hein, sur la couverture et la répartition. Et nous, on a déterminé de manière assez subjective et empirique, mais basée aussi sur des observations, des retours de viticulteurs chez qui on a fait ce genre d'intervention, on a déterminé une note de 7 sur 10 qui serait une note acceptable en viticulture biologique. Donc une note de 7 sur 10, c'est une feuille qui est couverte à 70% avec suffisamment de produits. Donc les données sont ensuite rapportées sur un fichier Excel et dans la foulée, donc je génère un tableau croisé dynamique. L'avantage, c'est que donc on montre le résultat aux viticulteurs à l'issue des essais et ça permet de voir tout de suite quels sont les leviers d'optimisation. Donc ça peut être à la fois des paramètres qui sont intrinsèques du pulvé, ça peut être aussi le choix du volume hectare, ainsi de suite. Donc les données, donc ça c'est des données qui sont issues du banc Evaspreviti, IFV, IRSTEA. Donc c'est pour vous montrer les pertes que l'on a, notamment en début de végétation, où finalement on a pour les meilleurs des pulvés, on a un taux de récupération, un dépôt sur le feuillage qui avoisine dans le meilleur des cas 50%. Donc il faut imaginer que si on pulvérise l'équivalent de 100 litres hectare, on n'en récupère finalement que 50% dans le meilleur des cas. Et sur un pulvé qui est mal réglé ou peu performant, on va récupérer entre 10 et 20%. Donc ça permet d'argumenter mon propos qui est de dire qu'en début de végétation, pour moi, c'est peu prudent de traiter à des volumes de 40-50 litres hectare. Donc, cibler plutôt des volumes à partir de 70 jusqu'à 120 litres hectare. Ça permet d'être sûr de récupérer un minimum de produits sur le feuillage. Donc, évidemment, après, plus on avance dans la saison, plus la surface d'interception est importante et moins on a de pertes. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que, y compris en pleine végétation, pour certains pulvés, on ne dépose que 50%. Donc, c'est des pulvés qui sont réputés pour générer beaucoup de dérives. Et donc, c'est aussi pour vous montrer que parfois, on a une marge de progression au niveau du réglage qui permet justement d'optimiser, d'améliorer la qualité de pulvé sans forcément changer de matériel. Donc, ça, c'est des résultats qui sont issus de la semaine dernière, tout simplement. La question qui a été posée, c'est est-ce qu'en début de saison, on peut traiter sans soufflerie? Pendant longtemps, on a préconisé de traiter en jet projeté et on a toujours dit que finalement, ça suffit largement, on n'a pas besoin de mettre de la soufflerie et que finalement, si on veut bien traiter en réduisant la dérive, ça suffit de traiter en jet projeté. Donc on a fait un essai sur un pulvé type MCV Belli qui a été contrôlé, donc avant de contrôler, je veux dire vérifié, pas contrôlé au sens contrôle obligatoire, donc vérifié avant les essais, à la fois en termes de débit et surtout d'air en sortie de diffuseur. Donc c'est un pulvé qui envoie entre 200 et 300 km/h, donc qui est largement suffisant et qui dépasse même les recommandations du fabricant. Et donc on l'a testé à 2 régimes de soufflerie, donc à demi-régime et à plein régime, toujours au même volume hectare qui est de 125 litres par hectare. Donc ce que vous voyez là sur le graphique, c'est des résultats
donc en bleu sur demi-régime et en orange à plein régime, à la fois sur les faces supérieures et sur les faces inférieures. Donc ce que l'on voit, c'est que sur les faces supérieures, il y a peu de différence, parce que finalement, si on traite, y compris en jet projeté, on arrive à bien toucher les faces supérieures des feuilles. En revanche, sur les faces inférieures, le résultat est sans appel. Quand on traite à demi-régime, on touche qu'à moitié les feuilles, voire on ne les touche pas. Donc on a une note globale sur un échantillonnage assez important sur la vigne, une note d'à peu près 4, 4,5 sur 10 à demi-régime, et à plein régime, on a une note donc, qui dépasse légèrement la recommandation, donc on avoisine les 8 sur 10. Alors, ça peut paraître contre-intuitif parce qu'on peut se dire finalement il y a peu de feuillage et comment on peut concevoir que en mettant à fond la soufflerie, on met 2 fois plus sur les faces inférieures. J'ai même eu des réflexions en me disant mais est-ce qu'on va pas effeuiller finalement en mettant à fond le régime de la turbine? La réponse est non, et l'explication que l'on a trouvée, donc elle est assez simple. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une feuille adulte, elle a un certain poids et elle tient que par le bout. Donc finalement, pour la faire virevolter, c'est simplement la turbulence qui est dans le flux d'air qui va la faire bouger et qui va nous permettre de mettre du produit sur sa face inférieure. Que finalement, la petite feuille que l'on voit là, qui est tenue non seulement par le bout, mais aussi par tout le rameau, finalement, la seule façon pour toucher cette feuille-là, il y a 2 façons de faire. Un, d'avoir un flux d'air remontant. Donc sur les pulvées où l'on a la possibilité d'orienter les diffuseurs, on va les orienter du bas vers le haut, et ça va nous permettre de toucher les faces inférieures. Mais sur les pulvées, notamment, on va dire la majorité des jets portés, où on n'a pas la possibilité de mettre en place cette orientation-là, finalement, ce qui fonctionne, c'est de faire bouger tout le rameau. Et pour faire bouger tout le rameau, il faut beaucoup d'air. Voilà. Donc c'est la conclusion que l'on a trouvée. Donc en début de saison, la recommandation, c'est de ne pas travailler en jet projeté, plutôt mettre de la soufflerie et ne pas moduler la soufflerie sur les jets portés. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-là? Parce que je sais que c'est un peu nouveau et c'est des recommandations qui sont contraires à ce qui a été dit pendant des années. Donc est-ce que c'est des choses qui vous parlent, ou est-ce que vous comprenez pas, vous me dites c'est complètement contre-intuitif et aberrant? Non? Ah, attends, il y a quelqu'un qui a levé la main. Vous pouvez parler Vas-y directement, hein. Bruno, hein, parle directement. Ouais. Bonjour. Le test au fluo, on peut le réaliser à la parcelle, nous-mêmes? Oui, 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 aujourd'hui, on peut trouver assez facilement des fluos ordinaires, mais l'inconvénient, c'est qu'il faut faire l'observation immédiatement parce que sinon, en séchant, les fluos ne fluorescent pas. Sinon, vous pouvez passer, si vous êtes dans le coin, on peut aussi envisager une intervention pour mesurer ça. Mais oui, oui, D'accord. vous pouvez faire vous-même. Et c'est quel type de produit qu'on... Alors c'est un traceur fluorescent. Aujourd'hui, on a un accord de confidentialité qui ne me permet pas de dire exactement ce que c'est, mais éventuellement, on peut faire en sorte de vous envoyer un échantillon. D'accord. D'accord. Et c'est sans incidence sur Non, le végétal ou sur... non, 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 D'accord. aucune, aucune. C'est un Mm. produit qui est couramment utilisé, y compris sur le traçage des rivières et autres, Mm. de l'eau potable, donc c'est pas un produit dangereux ou quoi que ce soit. D'accord. Non, parce que ça me paraît vraiment intéressant de pouvoir vérifier ce que l'on met à différents stades, effectivement. Tout à fait. Bon, on a un impact direct et visuel, quoi. Tout à fait, et surtout, parfois on peut avoir des résultats qui sont pas forcément très très intuitifs. Là de manière, Oui, voilà, ce qui oui, donne oui. Je sais pas si vous m'entendez. oui, Si, Oui, oui, si, si, si.
Ouais, j'ai une question là par rapport à un autre type d'appareil, puisque Oui, c'est la rampe Vulp de Presby oui, en projeté oscillant par oui. rapport à ce problème donc de feuilles qui effectivement ne bougent pas beaucoup. Mhm. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Je sais pas, des essais? Alors, nous, on l'a eu en essai sur 2 ans. C'était mon collègue, donc je n'ai pas eu accès aux résultats. Mais on a toujours testé en pleine végétation, donc je peux pas vous dire si Hum. c'est plus intéressant ou pas. Moi, ces appareils-là, ça a été développé, je mets dans le même lot Bliss ou autre, ça a été développé aussi pour réduire la dérive. Donc, est-ce que finalement, si on compare un pulvé qui va souffler avec un pulvé qui n'a pas de soufflerie, qui n'a pas forcément été développé pour la même chose, je sais pas. Donc il faut aussi prendre en compte ça dans la comparaison. Mais en tout cas, oui, je pense que ça peut être intéressant de le tester en début de saison, voir si le fait de faire bouger la descente nous permet finalement de mettre du produit sur les faces inférieures sans forcément mettre de souffleur. De toute façon, Ouais, là, parce que pardon, c'est vrai que c'est des premières acquisitions là qu'on a fait sur les traitements début de campagne. Je pense que c'est des choses qu'il faudrait consolider et où il faudrait, d'autres références sur d'autres types de pulvées. Je pense qu'on a tout à gagner à essayer de déployer cette méthode, dès les premiers traitements, en fait. ouais, parce que là, quand vous parlez de la soufflerie, c'est toute la question sur les premiers traitements, sur la dérive, effectivement, parce que là, ça part partout, quoi. Alors, euh, oui et non. Ah bon? Oui et non, parce que pour moi, la soufflerie et la dérive, ce sont deux questions peut-être légèrement en lien, mais la dérive, pour moi, elle est surtout liée à la taille de goutte. Et si finalement on ne met pas de soufflerie, mais qu'on fait des gouttes de 100 microns et inférieures à 100 microns, on va avoir autant de dérives. Notamment en bout de parcelle, si on met des fines gouttes, on est plus sensible à la dérive. Donc finalement, si on met de la grosse goutte, qu'on mette de la soufflerie ou pas, la question de la dérive, elle est réglée. Oui, c'est effectivement la taille de la goutte qui est plus impactante. Mhm. Très bien. Ok, parce que bon, pour tout dire, hein, je suis utilisateur j'ai acheté un appareil donc avec une rampe Vulp, Oui. enfin avec deux rampes Vulp, mais je me pose beaucoup de questions quoi au final. Eh bien, oui, oui, on peut légitimement se poser la question et aujourd'hui, j'ai pas forcément d'avis tranché sur la question. Je pense que ça dépend surtout aussi de la végétation. Si la végétation est pas très épaisse et que les travaux sont effectués en temps et en heure, rognage et feuillage et autres, je pense qu'on peut raisonnablement penser qu'on a une meilleure efficacité avec ce genre d'appareil. Que si on a une végétation qui est trop épaisse, vigoureuse, et qu'on veut toucher les feuilles qui sont à l'intérieur de la végétation, qui sont parfois cachées, bien tenues, on peut se dire qu'on peut avoir une moindre efficacité. Mais encore une fois, c'est mon avis qui n'est pas du tout basé sur des essais Mm. et qui peut être, voilà. Parce que là cette année Appelez-moi pour faire un il a essai rajouté. si Ouais, on peut faire un ouais, essai chez désolé. vous. Cette année il a rajouté des brosses, ouais, parce que bon l'année dernière j'ai quand même eu un échec important sur grappe Mhm. notamment. Et je me pose la question quoi, effectivement de la pénétration à l'intérieur Oui. sur les tests faits, et c'est compliqué quoi. Il y a rien de mieux que de le tester dans vos conditions. Comme disait Elsa, Ouais. c'est des données qui sont issues alors on ne peut pas les généraliser, mais là, je peux les généraliser sur les pulvées qui sont semblables. Je pense aux Mm. pulvées à jet porté sans possibilité d'orienter les diffuseurs. Mais si on est sur une techno qui finalement est complètement différente, bah, il n'y a rien de mieux que de faire les mêmes essais sur ce type de machine. Ouais, ok. Euh, on continue. Donc, ensuite, la question du volume hectare, on l'a testé en pleine saison parce que c'est une question qui se pose assez régulièrement et finalement, on sait pas à quel volume hectare il faut se mettre.
les données que l'on a, donc moi j'ai quelques données, parce que malheureusement, souvent les données, on les a par les échecs et pas par les réussites. Quelqu'un qui a une bonne protection, en général, il va rien dire, mais quelqu'un qui a tout perdu, il va le crier sur tous les toits. Ce qui est normal. Et moi, des retours que j'ai eus, ou même des demandes d'intervention, des gens qui étaient, notamment, je pense à un cas en particulier l'année dernière, qui a toujours travaillé en conventionnel et qui a toujours travaillé à 100 litres hectare. Et quand il est passé sur la gestion d'une propriété qui était en bio, il a continué à travailler à 100 litres hectare et il a une perte assez importante sur le merlot. Et des cas comme ça, j'en ai quelques-uns. Donc on a fait des essais de volume hectare. Donc là, c'est une diapo un peu générale sur des notes, donc même principe de notation que tout à l'heure, sur des références donc, de différents volumes hectares et différentes configurations. Donc là, on parle d'augmentation basse et un peu plus de débit sur les grappes. Et augmentation bas 2 tiers, 1 tiers, ça veut dire qu'il y a 2 tiers du produit sur le bas du feuillage et 1 tiers sur le haut du feuillage. Peut-être préciser le pulvé. Alors, le pulvé qui a été utilisé, donc on va le présenter après. Mais encore une fois, c'est des données qui... là, on a gardé uniquement les données qui sont issues des expés défis et les collectifs bio, mais j'ai aussi des données qui sont issues de mes essais sur des pulvés de mes clients qui vont dans le même sens. Donc là, on voit qu'il y a des différences, hein. Si on prend la note en général, il y a des différences. Et ça, je dirais que ça représente un peu la performance intrinsèque du pulvé. Donc la limite qui est parfois différente d'un pulvé à l'autre et l'optimisation par le volume hectare, elle a ses limites aussi en fonction du type de pulvé. Et donc là, ce qu'on a constaté, c'est que sur les phases supérieures, finalement, donc ça c'est des essais à 100, 160, 200 et 250 litres hectare. Et là, sur le graphique, c'est tous les étages confondus. Et donc, on a distingué face supérieure et face inférieure. Et ce que l'on voit finalement, c'est que sur les faces supérieures, on atteint assez rapidement un palier. Donc, quand on passe de 100 à 160 litres hectare, on plafonne sur les faces supérieures. Donc, on peut imaginer raisonnablement que la limite sur les phases supérieures, c'est ça, hein, c'est entre, on va dire, 150 et 160 litres hectare. Là, on a une protection qui est optimale sur les faces supérieures. En revanche, sur les faces inférieures, c'est pareil, c'est tout étage confondu. On se rend compte que finalement, à 100 litres hectare, on a à peine 3 sur 10. Donc, on n'est pas du tout sur les recommandations. Et plus on augmente le volume hectare, plus on optimise la qualité de pulvérisation sur les faces inférieures. Alors la question qu'on me pose assez régulièrement, c'est finalement à 200 ou à 250, est-ce que ça ruisselle pas? Eh bien moi j'ai jamais vu de ruissellement et je peux vous dire que même si ça ruisselle sur les faces supérieures, bah, le jour où on me montrera un pulvé qui va permettre d'avoir un ruissellement sur les faces inférieures, je l'achète de suite. Donc finalement, est-ce que c'est grave qu'on ait un petit ruissellement sur les faces supérieures si on optimise sur les faces inférieures? Je pense que la réponse est non. Et là, à partir de ce graphique-là, on voit que entre 200 et 250 litres hectare, finalement, l'optimisation, elle n'est pas très importante. Et donc, on peut aussi penser que le volume optimum, il est situé aux alentours de 200 litres hectare. Donc, quand on regarde un petit peu plus en détail ces résultats-là, donc là, j'ai remis le haut, le milieu et le bas du feuillage. Bah, finalement, le constat que l'on avait sur les faces supérieures, tout confondu, on le retrouve sur le haut du feuillage. Donc là, effectivement, on a isolé uniquement les faces inférieures, parce que c'est ça qu'on cherche à protéger finalement. Et sur le haut du feuillage, on n'a pas de problème. Donc quand on passe de 100 à 160 litres hectare, bah, on a le même constat que sur les faces supérieures, donc on a une protection qui est optimale sur les faces inférieures, haut du feuillage. Ça s'explique par plusieurs facteurs, notamment les phénomènes de convection de l'air qui monte, que ce soit par le pulvé ou par le sol, qui fait que les fines gouttes, ça remonte et elles sont plaquées sur le haut du feuillage par la soufflerie. Donc finalement, on a rarement de problème, sauf gros problème de pulvé ou bouchage sur la buse qui est sur le haut du feuillage. On a rarement de problème de qualité sur le haut du feuillage, que ce soit sur les faces inf ou sur les faces sup. En revanche, sur le milieu et surtout sur le bas du feuillage,
on constate que finalement l'augmentation de la couverture sur les faces inférieures, elle est très importante. Plus on augmente le volume hectare, plus on augmente les dépôts sur les faces inférieures bas du feuillage. Un petit peu sur le milieu aussi, mais de manière un peu moins flagrante que sur le bas du feuillage. Donc finalement, la zone qu'on doit protéger parce qu'on a des feuilles et des grappes, finalement, c'est elle qui est la moins bien protégée. Et à partir de là, donc on a essayé de mettre en place des essais panachage. Donc on le faisait déjà, mais on partait du principe que comme il y a des grappes et qu'il faut protéger des grappes, que c'est tout à fait normal de mettre plus de débit sur les grappes. Mais là, ça nous conforte un petit peu dans nos constats de mettre plus de débit sur les grappes. C'est ce qu'on a testé par la suite. Donc c'est là, les résultats que vous voyez, c'est uniquement le bas du feuillage face inférieure. Et là, ce que l'on voit, c'est que clairement, en passant d'une modalité où on n'a pas mis de panachage à une modalité où on a mis un panachage assez important sur le bas du feuillage, finalement, même à 200 litres hectare, si on met un panachage plus vers le bas, on atteint une qualité de pulvérisation qui est tout à fait correcte et un effet palier à 200 litres hectare. Donc finalement, 200 litres hectare avec un panachage plus de débit sur le bas, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à 250. On arrive à trouver un bon compromis. Donc, encore une fois, c'est 200 litres hectare pour ce pulvé-là. La limite, elle est peut-être un peu plus basse sur d'autres types de pulvés. On peut penser qu'un pulvé un peu plus performant, ça nous permet de descendre jusqu'à 160, 180 litres hectare. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un résultat, un premier jet sur ce type de pulvé-là. Et l'idée, c'est de, chaque fois que l'on a l'occasion, de le confirmer sur d'autres types de pulvés. Je vais passer assez rapidement sur des adjuvants parce que c'est une question qui revient assez régulièrement. On n'a pas des résultats qui sont biologiques, qui sont confirmés. L'IFV a d'ailleurs toujours dit que les adjuvants n'avaient pas d'efficacité biologique, donc ça ne sert à rien de mettre des adjuvants. Nous, ce que l'on voit, c'est que sur la qualité de pulvé, on a, quels que soient les adjuvants, donc des triglycérides comme le gin, fil d'or, ou du latex comme le Stickman, on a un abaissement de la tension de surface de la bouillie et donc on a un étalement plus important de la bouillie sur les feuilles. Et donc, chaque fois qu'on a fait des évaluations en qualité de pulvérisation, donc je vais y passer rapidement, quel que soit l'adjuvant que l'on a testé, qui a un effet mouillant, parce que finalement c'est ce qui a été testé, c'est difficile de tester l'effet collant, résistance au lessivage, mais sur l'effet étalement, l'effet mouillant, à chaque fois qu'on l'a testé, on a une efficacité qui est là, qui ont une qualité de pulvé qui est plus intéressante avec que sans adjuvant. Et cela est d'autant plus valable sur des pulvés qui sont intrinsèquement peu performants. Donc sur un pulvé qui, à la base, qui est performant, c'est ce qu'on voit sur les résultats, on a une optimisation qui finalement n'est pas si importante que ça. Mais sur un pulvé qui est peu performant, on a un effet adjuvant qui est plus important parce qu'on a un étalement qui est plus important et donc une qualité de pulvérisation qui est plus intéressante. C'était pas l'objet de la présentation, donc j'y passe rapidement. Question. Oui. Jean-Luc, si tu veux poser directement ta question par rapport aux écartements. Oui, vous parlez d'efficacité entre le bas et le haut du feuillage. Oui. Quand on a une vigne à 1 mètre, 1 mètre 10, 1 mètre 20, ou une vigne à 2 mètres, voire plus, 2 mètres 50, est-ce qu'il y a une différence significative sur le dépôt et donc du coup l'efficacité de couverture? Alors, et donc du coup du volume qui est appliqué? Alors, en fait, la question de l'écartement, je la raisonne de manière un peu différente. Effectivement, sur de la vigne étroite, on a plus de face par face. Et donc, si c'est bien réglé et optimisé, on a moins ce phénomène-là, mais on l'a quand même. On l'a un peu plus, effectivement, sur les vignes plus larges. Mais la question du volume hectare, c'est quand on est en vigne étroite, on est aussi plus proche de la végétation, donc on a moins de pertes en cours de trajet, je dirais, que sur la vigne large. C'est là qu'on a les pulvés en général les moins performants, donc je pense aux aéros, pneumatiques, voûtes, où finalement on est plus loin de la cible et donc on peut avoir des pertes en cours de route. Et ça explique aussi pourquoi parfois on a aussi ce phénomène-là d'avoir moins de produits sur les faces inférieures du bas du feuillage.
Donc oui, ce phénomène-là, il est plus accentué sur les vignes larges, mais il existe aussi en vigne étroite. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Jean-Luc. Si, ça ira. Ouais. Très bien. Merci. En prie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces données-là ont été issues d'essais sur le terrain avec certains pulvérisateurs. Et ça nous montre en fait qu'il y a des leviers d'optimisation. Donc, ce qu'on retient principalement, c'est qu'il y a un effet volume hectare, il y a un effet panachage, donc les volumes hectares optimum sont différents d'un pulvé à l'autre, mais on a bien compris qu'en mettant plus de débit sur la zone des grappes, la zone fructifère, on va optimiser la qualité de pulvé sans forcément exploser le volume hectare. L'autre paramètre qui est intéressant, c'est les souffleries. C'est un paramètre qui est très important parce que c'est ce qui va conditionner le brassage du feuillage. Et donc, la prochaine étape, c'est, je vais travailler cette année, on va travailler sur des modulations de soufflerie. On a l'avantage d'avoir un pulvé qui permet de le faire. C'est des ventilos, donc on peut fermer complètement un étage. Je pense que sur les faces, le haut du feuillage, on n'a pas besoin d'autant d'air. Et donc l'avantage de travailler là-dessus, c'est que sur les pulvés qui sont peu performants, parce qu'on a des turbines qui sont fatiguées, asthmatiques, on peut gagner finalement en brassage en obturant la partie haute de la descente. Et c'est des essais qu'on va faire cette année. Pour finir, donc, je vais vous présenter rapidement l'outil. Oui. Juste peut-être, si vous avez des questions là sur cette première partie avant qu'on vous présente l'outil. Oui, Bruno. Oui, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Oui. Non, c'est juste la question existentielle toujours de la concentration du produit qui est pas la même quand on traite à 100 litres hectare ou à 200 litres hectare et quand on traite avec du cuivre à 200 grammes par litre, 200 grammes par hectare de cuivre métal, c'est plus dilué dans 200 litres que dans 100 litres. Est-ce qu'il y aurait un impact de la concentration sur la qualité du traitement? Alors, moi, mon raisonnement, c'est de dire que, si à croire les différents essais qui sont menés régulièrement par l'IFV, quand les produits sont bien appliqués, on a une efficacité, y compris à moitié dose, voire à 40% de la dose. Donc finalement, ce qui va être plus intéressant, c'est la couverture, encore plus que la dose, parce que finalement, si on ne dilue pas, mais qu'on applique que sur la moitié de la feuille, on peut penser que voilà. Donc finalement, est-ce que c'est mieux d'avoir un produit un peu plus dilué, mais d'avoir une meilleure couverture, ou d'avoir un produit moins dilué? Moi, tous les essais, tous les résultats surtout d'efficacité biologique que j'ai de la part de mes clients, c'est quand on travaille sur des volumes faibles, on a un risque de couverture qui n'est pas optimale et donc de protection qui est défaillante. Maintenant, c'est vrai que sur le systémique, c'est un peu différent. La question a été abordée depuis longtemps par l'IFV et là, on peut légitimement se poser la question. Mais sur les produits de contact, notamment le cuivre, pour ma part, je considère que la couverture est plus intéressante et plus importante que la dose. Et finalement, le panachage, si on envoie plus de débit en bas, on va aussi envoyer plus de produits. Tout à fait. Donc, si on envoie plus de débit, finalement, on va aussi mettre la même quantité de produits. Et moi, j'ai une question là sur par rapport, je reviens sur la taille des gouttes quand même, par rapport à la concentration des gouttes, concentration de produits dans les gouttes. Oui. Parce que là, on parle de concentration de façon plus générale, Oui, par rapport de la bouillie, par rapport au volume utilisé. Mmh. Mais est-ce qu'il y a des choses sur justement la concentration de produits dans les gouttes? Puisque bon, en fonction de la taille de goutte, à mon avis, c'est un facteur important, quoi. Oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la goutte, c'est une sphère. Donc, une goutte qui fait 200 microns, elle contient 8 fois plus de matière active qu'une goutte qui fait 100 microns. Et une goutte qui fait 400 microns, elle va contenir 64 fois plus de produits, de matière active, qu'une goutte qui fait 100 microns. Et donc, finalement, moi, la question de la taille de goutte, c'est est-ce que mon pulvé me permet de mettre... J'ai aucun problème avec les grosses gouttes, au contraire, mais c'est le compromis pulvé, soufflerie et taille de goutte. Donc, si mon pulvé me permet de mettre justement ces grosses gouttes sur la face inférieure, pour moi, c'est plus intéressant les grosses gouttes.
En revanche, si mon pulvé, de par la taille et le poids de la goutte, ne me permet pas de la placer sur les faces inférieures, je considère que la fine goutte, elle est plus intéressante, elle est plus efficace. Le seul risque, c'est que si on est trop loin, on peut avoir un phénomène de séchage de la goutte avant d'arriver sur la cible, et donc elle peut ne pas adhérer, ne pas coller à la feuille, et on peut avoir une perte d'efficacité qui en découle. Ouais. Là, c'est compliqué alors. Alors, c'est pas compliqué, encore Bah, une c'est fois, compliqué, hein. si on connaît bien le Oui, matériel, on sait comment l'optimiser. C'est c'est ça. surtout, il faut prendre le temps de faire au moins un essai et de connaître le matériel pour savoir derrière quels sont les leviers qui sont possibles à mettre en place pour optimiser la qualité de pulvérisation. Mm. Oui, donc la taille des gouttes, faut pas le prendre de façon générale, quoi. Exactement, et tout à C'est fait. La taille de goutte, c'est c'est au forcément cas lié au particulier, pulvé et quoi. à la soufflerie, oui, absolument. Ouais. Ok. Pour Ce revenir, qui... Oui, si je- pour revenir sur le panachage un tiers, deux tiers, oui. schématiquement, on met des buses qui débitent plus en bas et on recalcule par rapport à un volume hectare. Tout à fait. Alors, ce qui va être intéressant, c'est ce que je vais présenter après, parce qu'effectivement, quand on fait ça, les calculs sont pas simples, sont loin d'être simples. Mais Voilà, oui. avec mon réglage pulvé, ça se fait en 2 secondes. Vous allez voir. D'accord. Et Voilà. deuxième question, on entend beaucoup parler de bus injection d'air, de bus et de taille des gouttes. Donc, est-ce que on peut privilégier la buse injection d'air ou pas? Alors, le problème de la buse à injection d'air, c'est qu'encore une fois, donc je pense que j'ai répondu sur la taille de goutte et que c'était Hmm. lié effectivement au pulvé et à la soufflerie. Mais au-delà de ça, les buses antidérives, donc ou à injection d'air, à inclusion d'air, à induction d'air, c'est la même chose. C'est Oui. des buses qui vont être très très sensibles au bouchage. Donc, si on n'a pas le bon nombre de filtres et le respect de la graduation et d'avoir un filtre d'au moins 80 voire 100 mèches, on a un risque de bouchage sur ces buses-là. Donc, finalement, est-ce que j'ai privilégié d'utiliser ça quand j'ai un pulvé qui n'a pas suffisamment de filtre ou que je fais mon mélange dans la cuve et que je risque d'avoir des grumeaux, par exemple? Donc ça complique un petit peu plus l'utilisation de ces buses-là, même si, encore une fois, appliquées avec le bon pulvé et au bon moment, comparé à des buses classiques qui font de la fine goutte, on a peu, voire pas du tout de différence d'efficacité sur ces buses. Et la buse à réduction de dérive? Alors, celle-là, elle est encore plus intéressante parce qu'elle fait des gouttes intermédiaires. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, c'est des gouttes qui font entre 200 et 250 microns. Donc, c'est à mi-chemin entre une ATR et une IDK ou une ATR ou en pneumatique et une TVI. Par contre, elles ont exactement les mêmes problématiques de bouchage que les buses antidérives. Donc, tout ce que j'ai dit sur la buse antidérive est aussi valable pour les buses à dérive limitée. Oui, parce que celle-là, elle n'a pas d'injection d'air. Elle n'a pas d'injection d'air, mais en fait, ce qui fait le bouchage sur les buses antidérives, c'est pas Oui, forcément l'injection d'air, mais c'est oui, surtout le non, trou d'admission. Oui. c'est pas ce que je veux dire. Effectivement, le trou, il sera le même, quoi. Tout à Donc, fait, le trou est exactement le même. ok, mais les solutions, elles sont souvent justement dans les intermédiaires, quoi. Exactement. Alors, en Les termes bonnes solutions. d'efficacité, clairement, je pense que c'est la plus intéressante, mais dans la mesure où elle présente les mêmes contraintes que la Oui, buse à de bouchage, injection voilà. d'air, voilà. D'où la Elle serait filtration, l'importance de la filtration en préalable, quoi. tout à fait. Celle-là, pour l'avoir testée sur un pulvé, j'ai testé sur un Lipco où on a fait fine goutte, moyenne goutte et grosse goutte, c'est celle qui sortait le mieux. C'était un bon compromis et Oui, c'est exactement ça, quoi. l'adéquation avec le flux d'air, elle était là. C'est un Maintenant, voilà, compromis, quoi. ouais, quand je vois aujourd'hui quand je fais les mises en route que même avec une buse ATR, on arrive à boucher, je me dis avec ces buses-là, voilà, donc il faut vraiment être très minutieux sur la partie nettoyage. Ouais. Ok, merci. Ouais. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on passe à mon réglage pulvé? Alors, oui, Bon, sur le nettoyage, quand oui, on est en bio, le redémarrage, enfin, pour ma part, le redémarrage est toujours sujet à bouchage. absolument. Et j'en ai parlé au début.
c'est notamment dû au fait que le produit que l'on met dans les pulvées pour l'hivernage, c'est un produit qui va avoir un effet décapant. Donc, il va mettre en suspension un peu toutes les particules dans la cuve, dans les circuits. Et donc, le conseil que je donne souvent, c'est avant de monter les buses et les anti-gouttes qui auront été nettoyés au préalable, il faut d'abord le vider, le nettoyer une fois, 2 fois, 3 fois, ne pas hésiter à mettre le Karcher dedans. Et une fois que l'on a fait ça, là, on peut remonter les buses et les anti-gouttes. Et normalement, on a moins de bouchage. Hmm. Voilà. Oui, je suis d'accord, c'est ce que je fais, mais j'ai toujours quand même un risque. Il y a toujours une petite pastille qui se trimballe dans le premier traitement. Et oui, 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 c'est sûr. C'est sûr que sur les pastilles, on est encore plus sensible, tout à fait. Bon, sur mon réglage pulvé, donc, on n'a pas fini une diapo, parce que si vous voulez scanner. Donc, mon réglage pulvé, ça a été développé donc, par l'IFV, la Chambre d'agriculture, pour accompagner les viticulteurs et les conseillers dans leur réglage. Il y a aussi tout un volet sur les infos techniques et réglementaires et des outils de calcul qui ont été développés à côté. Donc, vous pouvez scanner le QR code, sinon vous allez sur le site Bordeaux, Vinopol Bordeaux-Aquitaine et vous cherchez mon réglage pulvé, vous allez trouver assez facilement donc l'outil. C'est une plateforme, c'est pas vraiment une appli, c'est un raccourci en fait de site internet, mais ça fonctionne comme une appli. Donc vous n'allez pas la trouver sur Play Store ou sur iPhone, mais plus si vous allez sur le site, vous créez un raccourci où il va vous proposer de l'installer et donc vous pouvez l'installer. On va aller directement sur le site, mon réglage pulvé. Si vous l'avez téléchargé, vous pouvez essayer en même temps, hein. Donc, on va faire la manipulation ensemble, comme ça vous allez voir comment on la trouve. Donc je vais aller sur Vinopol Bordeaux-Aquitaine. Je vais simplement faire une recherche ici, mon réglage pulvé. Et normalement, il mouline un petit peu parce que la visio, elle prend toute la bande passante. Donc il va me trouver ça, je clique dessus. Et donc là, vous avez tout le descriptif du site et de l'appli. Soit vous scannez avec le téléphone, soit vous cliquez sur accéder à mon réglage pulvé. On voit pas. Ben, je sais pas. Vous avez un différé ou tout est en même temps chez vous? Non, c'est bon. Ok. Ok, Non, ça marche bien, pas de problème. ok, très bien. Et donc là, par exemple, là à droite, vous avez toutes les infos techniques sur la pulvérisation. Vous avez par exemple toute la partie réglementaire. Il y a un document assez synthétique sur les DSR, des SPPR qui est intéressant. Après, il y a toutes les infos. Ça vous renvoie sur Matevi pour toutes les infos qualité de pulvérisation. Et à gauche, on a tout un tas de calculettes qui permet de gérer la question de réglage de pulvé. Par exemple, là, la première calculette, c'est calculer mon volume hectare. Je connais ma vitesse d'avancement, la largeur traitée. Donc la première, c'est je connais la pression, le type et le nombre de buses. Je clique dessus, je mets ma vitesse d'avancement. Alors, j'ai oublié peut-être de le préciser tout à l'heure. La vitesse d'avancement, les recommandations en termes de vitesse d'avancement, elles ne sont pas universelles. C'est-à-dire qu'avec un aéro, on peut très bien rouler à 8, 9, voire 10 km/h sans avoir une incidence sur la qualité de pulvé. Sur un face par face à jet porté avec un flux d'air étroit, là, on va avoir une sensibilité plus importante. Donc là, on recommande de rouler moins vite. Donc, je ferme la parenthèse. Donc là, si je mets 5 km/h, largeur traitée, donc c'est l'interrang fois le nombre de rangs traités. Si on fait 3 rangs complets à 1,50 m, on va avoir une largeur de 4,50 m. Et là, la pression, je sais pas, je peux mettre 5 bars pour commencer. Je mets mon type de buse. Par exemple, le plus commun, ça va être les ATR. Je sais pas, je vais mettre des lilas. Le nombre de buses, je sais pas, je mets au hasard, je peux mettre 24 buses. Là, il va me dire que mon volume hectare, il est de 228.
Donc là, si je veux retomber à 200, je peux par exemple rouler 6. Et là, je suis à 190. Peut-être que le compromis, c'est 5,5. Donc ça me permet d'avoir un volume aux alentours de 200. Donc vous voyez, je peux juste jouer avec les paramètres dans la mesure du possible, parce que dans certains cas, l'optimisation, elle n'est pas sur la vitesse, mais sur la pression, ainsi de suite. Le deuxième cas de figure, c'est, je vous ai préconisé le panachage, donc je vais mettre de l'ATR lilas, et sur le bas du feuillage, je vais mettre de l'ATR marron. Donc là, je vais avoir 16 lilas et 8 marrons. Et là, il va me dire que si je travaille à 5 bars, je vais avoir un volume hectare de 231. Donc si je roule à 6, avec cette configuration-là, je serai à 212. Je peux rajouter un troisième, un quatrième, un cinquième type de buse. Je peux panacher autant que je veux. J'aurai toujours la possibilité de le faire. Deuxième option, j'ai par exemple ma vitesse d'avancement, ma largeur traitée, et là, c'est moi qui choisis le volume hectare, donc je veux travailler à 200. Là, il me dit que le débit global du pulvé, ça doit être de 7,5 litres. Le nombre total de buses, on en a 24. Et là, par exemple, j'ai deux possibilités. Si je lui dis, on m'a dit qu'ATR, c'était une bonne buse, donc je vais partir sur de l'ATR, mais je ne sais pas finalement quelle couleur. Là, il va tout de suite me dire, l'ATR blanche à 6 bar 9, c'est l'optimum. Sinon, si je mets de la lilas, je vais être trop faible en pression. La marron, c'est pareil. Donc, à partir de là, je peux panacher. Donc, je vais dire que finalement, j'ai un peu de marge de manœuvre. Donc, je vais mettre de l'ATR blanche sur le haut, le milieu. Donc, je vais en avoir 16. Et sur le bas, pour panacher, je vais mettre des ATR d'un calibre supérieur. Donc, je vais mettre des lilas. Et là, il va me dire que ma pression de travail, elle est de 5 bar 5. Voilà. Donc finalement, le calcul, il est assez rapide, assez facile. Si je veux aller plus loin, je vais dire par exemple sur le haut du feuillage, je vais mettre une buse anti-dérive, parce que ça permet de réduire la dérive. Je vais mettre une TVI violette, je vais mettre 8 TVI violette et là 8 TVI, oui, ATR blanche. Il va me dire de travailler à 5 bar 7. Attention, juste sur les TVI, 5 bar 7, c'est un peu faible. Donc ça fonctionne quand même, mais c'est un peu faiblard. Donc voilà. Vous voyez qu'on peut, entre guillemets, jouer avec l'outil. Il y a tout un tas d'autres calculettes. Je prends celle-là, par exemple. Celle-là. Hop. Modifier mon volume hectare en modifiant la pression. Ça, c'est un outil qui est intéressant parce que, par exemple, avant d'arriver ici, vous étiez à 120. Vous travaillez en pneumatique ou même en jet porté, on va mettre à 5 bars. Vous sortez de ce webinaire, vous avez compris qu'il faut être à 170 ou 180. Je me mets à 180, il me dit qu'il faut passer à 10 bars. Avec le même, quel que soit le type de buse, en passant à 10 bars, je serai à 170. Donc, vous voyez, vous n'avez pas besoin de refaire tous les calculs. Ça le fait de manière assez rapide. Et enfin, donc un outil qui est intéressant, notamment parce qu'il offre la possibilité d'avoir un document derrière. Donc, c'est l'outil 1.3. On va rester sur le même exemple. Donc là, j'ai mis ma vitesse d'avancement, ma largeur traitée, ma pression en barre. Et donc là, je vais rajouter des sections. Si mon pulvé, par exemple, c'est un pulvé qui fait 3 descentes, je vais mettre 6 sections parce que chaque section correspond à une face. Sur chaque section, j'ai 4 buses. Ça me fait mes 24 buses. Et je lui dis que mes buses, par exemple, c'est des ATR blanches. Je vais appliquer ça à toutes les hauteurs ou à toutes les buses. Toutes les hauteurs si je fais du panachage, toutes les buses si j'ai les mêmes buses partout. Et donc, on n'avait pas dit 5 bars, on est dit 7 bar 5, je crois. Donc là, en descendant, il me dit, vous êtes à 209 litres hectare. Et là, si je fais moi-même mes mesures de débit, là, il me dit le débit théorique. J'ai mesuré mon débit, j'ai trouvé, je sais pas, 250. 250, il va normalement... Il va me dire que l'écart à 250, il est supérieur à 15.
7%, donc il va me l'afficher avec une couleur différente. Si je lui dis je suis à 320 pour 326, c'est bon. Si je lui dis je suis à 200, il va me l'afficher en rouge. Attention, l'écart il est supérieur à 15% par rapport à la valeur théorique. Et l'avantage, c'est que si j'ai fait toutes mes buses, ou même j'ai pas le temps, j'ai contrôlé que un tiers de mes buses, hop, je descends ici, il va me dire vous avez contrôlé 16% de vos buses, le volume réel il est de 192 au lieu de 209 théorique, et une fois que j'ai fait tout ça, je fais exporter en fichier Excel, je peux mettre le nom du client, je sais pas, les observations, je mets ce que je veux, j'ajoute une photo, je peux rajouter une photo de ce que je veux, par exemple, je peux mettre ce pulvé là, et donc le contrôleur c'est moi, et là, en 30 secondes, j'ai fait mes saisies, j'exporte mon fichier Excel, il va me le télécharger, et donc là, il m'a téléchargé un fichier Excel, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Voilà, donc j'ai la date, l'heure, le client, le pulvé, tous les paramètres de pulvé, donc la vitesse, la largeur, la pression, toutes les buses que j'ai contrôlées avec le volume théorique, le volume réel, et j'ai même la photo du pulvé ici, donc c'est un document assez synthétique. On n'a rien. On peut imprimer. On peut le partage sur le document. Ah pardon, alors, check, tac. Je vais refaire un partage, du coup, ce sera plus simple. Fenêtre, fichier Excel, c'est ça. Est-ce que vous le voyez? Vous le voyez? Ouais. Ok, Oui. ouais, c'est bon là. Voilà. Oui. Donc on a toutes Oui. les infos qu'on a. Là, on a les débits réels et théoriques. Là, on a toutes les infos de pulvé, la vitesse, la largeur, la pression, le volume réel théorique. On peut faire, par exemple, on peut s'en servir pour simplement, si on a un nouveau chauffeur, au lieu qu'il aille chercher les abacs, la buse blanche, combien elle doit débiter, si on a imprimé ce document-là, on va juste vérifier le débit. Pareil pour la vitesse d'avancement, pareil pour la largeur, pareil pour la pression et tous les paramètres de pulvé. Donc c'est un outil qui, moi, me facilite la vie, hein, parce que clairement, je fais les interventions, après j'enchaîne, donc quand j'en ai beaucoup à faire, je peux enchaîner. Ça m'évite de recopier. Il n'y a rien de pire qu'une feuille volante avec des infos dessus, parce que c'est le meilleur moyen de perdre les infos. Alors que là, on a un fichier qu'on peut envoyer dans la foulée aussi à qui on veut. Et voilà. J'en ai fini pour l'appli Mon Réglage Pulvé. Si vous avez des questions, c'est le moment. Oui, je vois que Geneviève est là, ça peut servir pour Teravitis aussi. Absolument. Ça sert pour HVE, Teravitis. Pour tout le monde en fait, hein. Je crois que. Mais bon, s'il n'y a pas de questions, en tout cas, merci.